Bonjour les héros! Alors je vais vous parler de films que j'ai pris à la médiathèque dans ma ville, hein, la médiathèque dont je vous ai parlé au mois de mai pour les livres gros caractères, pour ceux qui ont du mal à lire petits caractères en 12, 11, 12. Là c'est des livres de 18, 20, 22 caractères au niveau grosseur. Donc là il y a pas mal de films, alors j'en ai pris 3 de Clint Eastwood d'ailleurs que j'avais jamais vu. J'ai pris Marie Hortin, ça vraiment très beau. Kingdom of Heaven, My Lady, les 3 Clint Eastwood, Richard Jewell, American Sniper et 15h17 pour Paris. Il y a une série de la BBC, Parade Ends, je suis nulle en anglais, et j'ai fini par Mademoiselle de Jonquière. Donc voilà, donc je vous en parle tout de suite après le générique, mais surtout n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez, c'est super, merci. Allez, top générique comme dit Patrick. Kingdom of Heaven. Bon, bah, c'est un DVD classique, hein, tout simple, hein, donc bibliothèque. C'est un film de Ridley Scott, très important. Moi, j'adore Ridley Scott pour certains de ses films. Je suis pas une fan de tous les films qu'il a fait, mais voilà, je suis assez fan. Ce film, il date de 2005. Il dure 2h30, je crois, 2h24, hein, plus précisément. Alors ça se passe au XIIe siècle, c'est durant la fin de la deuxième croisade, début troisième, je crois à peu près. Donc il y a des vérités historiques dans ce film et puis des trucs complètement absurdes, mais bon, on s'en fiche, hein, on est là pour passer un bon moment. Alors vérité historique, hein, on va repasser dessus. Alors c'est l'histoire de Balian d'Ibelin. Alors son père, bah, là dans l'histoire, il est au royaume d'Angleterre. Et son père va venir le chercher, un père qu'il n'a jamais vu, hein, d'ailleurs, vient le chercher. D'ailleurs, c'est Liam Neeson qui joue son père. Et donc, je le vois, je me dis, oh, la liste de Schindler, oh, bah, la guerre des étoiles, enfin voilà, quoi. C'est vrai qu'il a un visage tellement connu que bah, des fois, j'aimerais bien que dans les films comme ça, on prend pas forcément des acteurs hyper méga connus, parce que là, il y en a quand même beaucoup dedans, hein. Donc, j'ai fait une petite liste. Alors, il y a Liam Neeson, bien sûr, Eva Green, Edward Norton, Jeremy Irons, Orlando Bloom qui joue le rôle de principal, hein, Balian d'Ibelin, Morton Isokak, je sais plus son nom, Guy de Lisignac, Saladin, c'est joué par Gaston Massoud, Brendan Gleeson. Alors Brendan Gleeson, on s'en souvient, il a joué dans Harry Potter, hein, bien sûr. Brendan Gleeson dans Albert Nobbs, hein, dont j'avais parlé sur la chaîne. C'est un film que j'aime beaucoup, que Glenn Close a mis énormément d'années à faire. Alors il joue Renaud de Châtillon. Alors c'est pas un mec sympa, Renaud de Châtillon. Et il y a une apparition de Nicolas Costa-Waldau, notre fameux Jamie Lannister de Game of Thrones, qui fait une toute petite apparition. Et sur le coup, j'ai pas trop fait attention. Puis d'un coup, je me dis, mais je le connais ce type. Donc voilà. Donc voilà pour les noms célèbres dans ce film. Comme je disais, Balian d'Ijolin est récupéré par son père, enfin qui va mourir tout de suite après d'ailleurs, hein. Liam Neeson, il reste pas longtemps dans le film. Donc il va l'inciter à aller à Jérusalem. Et là, bon, bah, il va avoir toute une histoire, il va faire naufrage, et puis il va arriver à Jérusalem, et là, il va rencontrer Baudouin IV, qui est le roi de Jérusalem. Alors, Baudouin IV, pour la petite histoire, c'est un roi qui était très jeune. Il a accédé au trône, son père Amaury est mort assez tôt, donc il a accédé au trône, je crois qu'il avait pas encore l'âge. Donc il a il y a eu une régence, et lui, il a régné à partir de 15 ans. Alors, le problème, c'est qu'il avait la lèpre. Donc, ça, c'est une vérité historique. Donc, dans le film, on s'en rend bien compte. Alors, c'est Edward Norton qui joue le rôle. Alors, on le reconnaît pas du tout parce que déjà, il porte ce masque qui est magnifique. Alors, est-ce que c'est une réalité historique que Baudouin IV portait un masque? Je ne sais pas. Donc, on va dire que, en tout cas, le masque est très beau. Et quand on le voit à la fin mort, de toute façon, il valait mieux qu'il porte un masque, le pauvre. Donc, il était complètement défiguré. Donc, il a eu cette maladie très jeune. En fait, ils s'en sont aperçus parce qu'à un moment, ils jouaient les gamins à se pincer, et puis lui, il avait pas mal, donc il gagnait toujours. Et donc, ils se sont aperçus qu'en fait, il sentait plus rien sur son bras.
Donc d'ailleurs, il a appris à, à l'épée, à combattre à l'épée avec l'autre main. Je crois qu'il était droitier, donc c'était la gauche. Et d'ailleurs, il a fait énormément de combats. Il a protégé Jérusalem des invasions. Et donc voilà, donc c'était un très bon roi, bien au niveau militaire. Il osait y aller sur les champs de bataille alors qu'il devait énormément souffrir de la lèpre. Donc c'est un roi qui était très très en douleur. Hein. Donc maladie terrible, la lèpre. Alors quand Balian d'Ibelin arrive, Baudouin IV lui dit d'aller protéger son domaine, le domaine d'Ibelin, donc comme son nom l'indique. Et donc il va lui demander de protéger la route commerciale de tout ce qui est fanatique religieux. Alors ce qui concerne Sibylle, la sœur de Baudouin IV, en fait elle s'est jamais mariée de force à Guy de Lusignac. C'est dans le film. Dans la réalité, elle s'est mariée avec lui parce qu'elle l'aimait. Donc voilà. Elle avait été mariée avant avec un autre homme. Elle a eu un enfant d'ailleurs quand Baudouin IV. Il savait qu'il allait mourir jeune. Hein. Il est mort, il avait 25 ans, je crois. Il a formé ce gamin à devenir roi à sa place après, donc son successeur. Sauf que il est mort, ce gamin est mort un an après lui. Donc c'est Guy de Lusignac qui va reprendre, qui va devenir roi de Jérusalem. Et donc gros problème parce que c'est un arriviste et qu'il en a rien à faire des gens. C'est un film grand spectacle, il y a des grandes scènes épiques, c'est assez bien mené comme pour Gladiator. Enfin bon, il sait mener les attaques, Ridley Scott, il sait gérer des troupes qui partent dans tous les sens. Enfin, tout est bien coordonné. Quand je dis qu'ils partent dans tous les sens, non, tout est bien bien ficelé. Saladin, je veux dire aussi. L'acteur qui l'incarne, franchement, je trouve qu'il a vraiment la classe. C'est Ghassan Massoud qui joue le rôle. Et je trouve qu'il a vraiment beaucoup de prestance. Donc voilà, c'est un film que je recommande. Même si je suis ressortie de ce film un peu parce que j'avais vu au cinéma à l'époque quand il est sorti en 2005. Donc je l'avais vu, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps qui laisse un goût amer parce qu'on se dit justement à la fin du film il y a cette phrase 1000 ans après on en est toujours au même point. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos parce que c'est la réalité quoi. En fait on se bat toujours, les hommes se sont toujours battus pour des territoires, pour des lieux de culte. Jérusalem, ça a été pris par les Arabes, après par les chrétiens, après par. Enfin, ça a jamais été une ville tranquille en fait finalement. Donc alors que ça devrait être un lieu saint, un lieu de pèlerinage, un lieu où on se recueille, où tout le monde devrait avoir sa place. Et au final, c'est pas du tout ça. Et tout le monde la revendique cette ville. Donc cette terre sainte. Et donc, je trouve ça vraiment triste que les guerres perdurent à travers les siècles et que ça ne change pas parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront posséder. Et on en est toujours au même point. Et c'est ça qui m'a rendu très triste à la fin du film parce que j'ai assisté à un truc où je me suis dit, mais ça s'est passé il y a 1000 ans, un millénaire et on en est toujours au même point. Donc ça m'a un peu refroidi à la fin du film. Et quand je l'ai revu là, j'ai eu le même sentiment en fait. Je me suis dit mais tout ça pour ça quoi, tout ça pour on pourrait être heureux sur cette planète, on pourrait être en paix. Bah non, tout le monde se bat parce que tout le monde veut que son Dieu soit le Dieu unique. Tout le monde veut que sa façon de penser soit la seule façon de penser et donc on s'en sortira jamais et on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc voilà, la bienveillance malheureusement elle est pas là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Kingdom of Heaven. Réalisation super bien maîtrisée, production, musique, tout est bien ficelé, hein, c'est Ridley Scott de toute façon. Donc voilà. Alors, My Lady, oula. Elle est partie en vrille. Bon, ça va, j'ai rien cassé, je crois. Je vais pas couper. Donc, My Lady avec Emma Thompson, on n'explique pas qui est Emma Thompson, hein, une actrice incroyable. Moi, je l'adore. Il y a aussi Stanley Tucci qui joue dedans. Donc, c'est Fiona May, juge à la haute cour, qui doit statuer sur des problématiques. Et là, c'est l'histoire au début. D'ailleurs, c'est deux.
des enfants siamois qui doivent être séparés. Et donc les parents a priori, ne veulent pas, je sais plus quoi. Et donc, elle va statuer que il y a un enfant qui peut vivre, soit on laisse les deux mourir, soit il y en a un qui survit. Donc elle statue pour que cet enfant survive. Alors bien sûr, elle est contestée parce qu'on ne doit pas décider du sort de deux enfants. Bon voilà, donc c'est des causes religieuses qui font que les parents ne veulent pas protéger leur enfant parce qu'ils estiment que c'est Dieu qui doit décider du sort de leur enfant. Sauf que là, si on ne séparait pas les deux, de toute façon, ils mourraient tous les deux. Donc autant en sauver un. Mais ça, c'est encore un thème qui est très très compliqué parce que ça aborde quand même le thème de qui a le droit de vie ou de mort sur une personne. Est-ce qu'il y a que Dieu? Est-ce que Dieu existe d'ailleurs? Est-ce que on peut se référer à Dieu en se disant advienne que pourra? Mais de toute façon, par principe, j'estimais que les deux bébés, s'il n'y avait pas les machines pour les tenir en vie, de toute façon, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Le truc, c'est que ça part sur un enfant, c'est un adolescent qui va presque avoir 18 ans, il est témoin de Jéhovah, et là, les parents ne veulent pas qu'il soit transfusé, parce qu'il a besoin d'une transfusion, parce qu'il a une leucémie, je crois, je crois que c'est la leucémie. Donc vachement gay, hein, le film. Donc, on est toujours sur des films gays aujourd'hui. Hein. Jonah May, il décide d'aller voir cet enfant et le convaincre voir s'il est vraiment lucide, est-ce qu'il a conscience des enjeux, qu'il va mourir dans des conditions atroces si on lui fait pas cette transfusion. Et donc, elle va parler avec lui et il y a un contact assez particulier entre eux deux et avec ce jeune homme et cette femme qui doit rester neutre dans cette histoire. Et voilà, donc finalement, elle va décider de sauver, de juger qu'il il n'est pas maître de sa décision et qu'il ne peut pas être maître de sa décision. Et elle va décider de la transfusion sanguine contre l'avis de ses parents, témoins de Jéhovah, et lui-même, hein, parce que lui-même est presque sûr de son choix, de toute façon. Et donc par la suite, il va guérir et il va continuer à vouloir la voir. Il va essayer il va la suivre. Et donc il y a vraiment des scènes très très particulières entre eux que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est un peu paumé, cet enfant, finalement. Et là, il a 18 ans et donc là, il peut choisir sa vie. Mais le problème, c'est que on lui a enlevé un choix à un moment donné et là, il est un peu perdu. Et la seule raison qu'il a de vivre, c'est cette femme qui, en fait, a eu de l'attention pour lui parce qu'au final, il se demande si ses parents l'aimaient suffisamment parce qu'ils étaient prêts à le laisser mourir, en fait. Et en parallèle, Milady, le personnage de Fiona, n'est pas très présente chez elle parce que c'est un métier qui prend énormément. Et donc son mari en a marre, et d'ailleurs il lui propose, son mari c'est Stanley Tucci, il lui propose il a envie d'avoir une relation extra-conjugale et qu'il lui dit voilà, est-ce que tu es d'accord, quoi. Donc elle est choquée et tout, mais il lui dit moi j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de choses, toi tu veux plus me toucher, tu veux plus être là. Donc en fait il y a un problème de couple aussi et de respect mutuel, parce qu'il aime sa femme, il lui dit d'ailleurs qu'il l'aime, mais qu'en fait il a besoin mais elle refuse, elle lui dit si tu fais ça, tu dégages, quoi. Donc il y a aussi cette histoire en parallèle. Milady, moi j'ai trouvé ça incroyable, et c'est vrai que le sous-titre pour elle seule compte l'intérêt de l'enfant, et je trouve que vraiment c'est une actrice incroyable. Donc je vous conseille vraiment Milady. Il y a pas, ce qui est dommage dans les DVD, souvent il n'y a pas beaucoup de bonus, et ça je trouve ça vraiment dommage. Alors c'est un film qui dure 1h46, c'est réalisé par Richard Eyre. Donc comme je vous ai dit, Emma Thompson, Stanley Tucci, des acteurs que j'adore. Après, on va passer sur Mademoiselle de Jonquière, un film français. Alors, je crois que il y en a deux dans ma sélection des films français. Alors, c'est avec Cécile de France, Édouard Baird, Alice Isaac. Donc, c'est l'histoire d'une jeune veuve qui est jouée par Cécile de France. Moi, j'aime beaucoup cette actrice. D'ailleurs, pour avoir des films de Clint Eastwood après, elle avait joué dans Au-delà, qui était réalisé par Clint Eastwood, un film très lent mais que j'ai beaucoup aimé, en fait. Alors c'est Emmanuel Mouret qui réalise, alors je sais pas si je prononce bien les noms, ce film date de 2018,
1h45, ça va, ça passe assez vite. Alors c'est tiré d'un livre de Denis Diderot, enfin c'était dans un livre et dedans il y avait cette histoire. Donc qui date de 1784, donc l'histoire se passe au XVIIIe siècle. Alors Cécile de France joue Madame de Pomereil. Alors elle va s'éprendre d'un ami qui s'appelle, alors comment c'est, Marquis des Arcis. Donc ce Marquis des Arcis, c'est un don Juan, on va dire, enfin un don Juan entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais marié, il court les filles et dès que il a eu la fille, il s'en lasse assez vite. Donc elle est persuadée à un moment donné que ça va matcher entre eux parce qu'ils passent des mois chez elle, ils discutent, ils parlent de littérature, de beauté de paysage, de plein de choses. En fait, ils s'entendent sur plein de choses. Et à un moment donné, elle va céder à ses avances, qui ne sont pas du tout insistantes. Hein. C'est vrai qu'il est très, très convenable. Mais même sa meilleure amie à Madame de Pomereil lui dit que faut pas qu'elle cède parce que de toute façon, une fois qu'elle aura cédé, ce sera fini entre eux. Et donc finalement, elle cède. Et ils vivent quelques années, je sais pas, peut-être 3, 4 ans, je sais plus, ensemble. Et ça se passe très bien. Progressivement, en fait, avec le temps, il est moins passionné et il est moins là. Et même quand il est là, quand il invite quelqu'un où il parle de ses projets, tout ça, parce qu'il est très très, il est dans tout ce qui est architecture, tout ça. Enfin voilà quoi, il a envie de créer des choses. Donc il la calcule même plus, donc elle s'en aperçoit et ça l'embête vraiment, elle en souffre. Et à un moment, elle décide de prêcher le faux pour avoir le vrai en lui disant qu'elle commence à se lasser un peu de lui. Et lui dit « Ah super, moi aussi » et tout. Donc lui, ça l'arrange, il est content, il dit « Ouais, on reste amis et tout ». Elle cache sa souffrance, hein, parce qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie qu'il lui réponde ça. Elle voulait plutôt qu'il lui réponde non, mais non, moi, je suis toujours épris de toi, je veux pas te quitter. Et là, il en profite pour dire « Bon, ok, c'est bon, on n'est plus ensemble ». Et donc voilà, donc elle décide de se venger de lui en lui présentant Madame de Jonquière, qui a une fille, qu'elle va présenter comme quelqu'un de pur, alors qu'en réalité, c'est Madame de Jonquière a perdu sa fortune, enfin, elle a été forcée d'aller dans une maison de plaisir. Et donc sa fille n'est pas du tout pure, mais elle a cette pureté, même si elle a plus sa pureté virginale, elle a une pureté de l'âme, elle n'a pas envie de mentir, elle n'a pas envie de se faire passer pour qui elle n'est pas, mais bon, on lui impose quand même d'être ça, et donc elle va être obligée de suivre un peu ce que demande sa mère et Madame de Pomereil, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle va créer, Madame de Pomereil, une rencontre fortuite, mais en réalité pas du tout. Hein. C'est une rencontre vraiment Édouard Baird, quoique effectivement c'est un hasard cette rencontre, et il va tomber amoureux de cette jeune fille, enfin progressivement. Et en fait, le but c'est d'arriver à lui soutirer le plus d'argent, mais c'est ce que croit Madame de Jonquière, mais en fait c'est pas du tout ça. L'autre, elle voulait qu'il arrive jusqu'au mariage avec cette jeune fille, pour après lui dire c'est une prostituée en fait ta femme. Mais elle va se faire avoir à son propre piège. Ouais, ça m'a fait penser un peu à Madame de Merteuil qui essaye de manipuler son ami, et au final, elle se fait avoir à son propre jeu. Par contre, je trouve qu'Édouard Baird, des fois, on comprend pas tout ce qu'il dit, je trouve que c'est pas très bien articulé. La mise en scène, c'est un peu théâtral, c'est-à-dire que la caméra suit les personnages, ils vont à droite, à gauche, elle prend un verre et tout. Donc la caméra suit les personnages. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir du théâtre filmé, par moment. Bon, moi, c'est pas déplaisant hein, pour moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé Cécile de France dans ce personnage. J'ai aimé les décors, les costumes, très très beaux. Franchement, les décors, je sais pas où ça a été tourné, mais c'est magnifique. Ils ont eu le César en 2019 pour les meilleurs costumes, et ça, je comprends parce que les costumes sont vraiment magnifiques. Les décors, les costumes, tout ça. Parade's End. Alors, bien sûr, l'acteur Benedict Cumberbatch, qu'on connaît bien pour Sherlock Holmes, pour avoir incarné Doctor Strange dans les Marvels. Donc moi, j'ai pas trop accroché. Et c'est marrant parce que je suis plutôt bon public en général pour les films de la BBC.
dont les Jane Austen, enfin tout ça, quoi, les Jane Eyre, tout ça. Mais le problème, c'est que là, franchement, le personnage, je l'ai pas du tout aimé. Je trouve il est chiant. En fait, il a un sens moral de l'honneur tellement profond qu'il fait des choix, mais complètement débiles, en fait. Alors, il rencontre Sylvia, une jeune femme avec qui il va avoir une liaison, et il va l'épouser. Elle est enceinte, mais il sait même pas que c'est peut-être pas son enfant, donc parce que ça, en fait, elle est assez ouverte pour lui dire que voilà quoi. Elle a eu, il sait très bien qu'elle a eu des relations avant. Donc, il va élever cet enfant comme son fils, et en fait, à un moment donné, on va lui dire d'arrêter avec elle puisque elle va partir. En fait, elle va partir avec un autre homme. Et au lieu de la dénoncer et de la répudier, en fait, enfin pas répudier, comment on peut dire, la révoquer le mariage, en fait, pour adultère, en fait, parce que là c'est une femme en plus, vous imaginez, ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, vous savez, les femmes, si elles étaient prises comme étant adultères, elles pouvaient tout perdre. Donc il va pas vouloir. Et on va lui même lui dire que si un jour il rencontre quelqu'un de bien, il pourra pas l'épouser s'il reste marié avec elle, alors qu'elle est déjà partie avec un autre homme. Enfin, complètement. Moi, j'ai pas du tout compris le personnage. Et donc, effectivement, il va rencontrer une autre jeune femme. Cette jeune femme s'appelle Valentine, c'est une suffragette. Et il va y avoir quelque chose entre eux. Mais bon, le fait qu'il soit marié, parce que sa femme va revenir en plus. Et donc, en fait, elle est moi, j'ai rien compris au personnage. J'ai trouvé ça vraiment un film assez bizarre. Alors, il y a marqué Télérama, une somptueuse épopée romanesque. Moi, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. C'est en 6 épisodes, 50 minutes, je crois, à peu près pour chaque épisode. Alors, c'est un roman de Ford Madox, donc que je connais pas du tout. Je l'ai pas lu. Peut-être que le roman est plus intéressant que. Enfin, moi, j'ai pas accroché. C'est marrant, mais vraiment. Alors, c'est la BBC, c'est HBO aux États-Unis qui l'a diffusé, et sur la France, c'est Arte. Donc en 2012, donc en France, je crois que c'était en 2013 que ça a été diffusé par Arte. Alors il y a plein d'acteurs, des acteurs de second rôle, comme Rupert Everett que j'aime beaucoup, Janek Matir qui a joué d'ailleurs dans Albert Nobbs. Alors Rebecca Hall, Adélaïde Klémer, Bénédicte Cumberbatch, j'arrive jamais à dire son nom à celui-là. Il a un nom vraiment particulier. Donc voilà, est-ce que je le recommande? Pas vraiment. Alors les gens qui aiment les grandes fresques historiques, c'est intéressant. Mais moi, franchement, je le reverrai pas. Maintenant, on va passer sur 3 films de Clint Eastwood. Alors Richard Jewell en priorité, que j'ai beaucoup aimé. Alors Sam Rockwell, qui joue l'avocat, je l'adore. Je trouve que c'est un super acteur. Il y a Katie Bates qui joue la mère de Richard Jewell. Paul Walter Hauser, c'est lui qui joue Richard Jewell. Il y a Olivia Wilde qu'on avait découvert dans Doctor House, et tout, c'est une super actrice, et là elle joue une journaliste vraiment pas très sympathique. Alors c'est un attentat qui est déjoué durant les Jeux Olympiques de 1996, je crois, les JO d'Atlanta. L'attentat, il se passe au parc du Centenaire. C'est là où il y a une scène avec des artistes qui chantent, et là il va remarquer, Richard Jewell va remarquer un sac à dos. En fait, il va un peu interpeller des jeunes qui chahutent, qui boivent et tout. Et là, il va voir, d'ailleurs, ces jeunes qui vont, sans faire exprès, renverser le sac parce qu'il était debout, et ils vont le renverser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu moins de morts aussi. Et donc, en fait, il va repérer ce sac, il va alerter donc ses supérieurs qui, au départ, vont pas trop bouger, en disant ouais, tu nous fais chier, c'est pas grave et tout. Et puis, au final, ils vont s'apercevoir qu'il y a une bombe dedans. Et donc ils vont essayer d'éloigner le plus possible les gens. Il va essayer de les éloigner le plus possible. Il va aller les voir, poussez-vous et tout. Et puis la bombe va exploser. Et lui, il est de l'autre côté parce qu'en fait c'est une sorte de régie pour filmer, ou les projecteurs pour les spectacles. Et donc il va faire descendre quand même avant tout le monde qui sont dans la régie, et tout le monde va descendre. Et donc, il va sauver beaucoup de monde, dont les gens qui étaient proches de la bombe et qui vont être éloignés. Donc, il y aura beaucoup moins de blessés. Il y aura un mort, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, au début, il va être encensé par les médias, forcément, le héros et tout. Et puis, progressivement, quelques jours plus tard, le FBI, il va commencer à le suspecter parce qu'il y a une ancienne, là où il travaillait dans un collège, ou je sais pas, dans un lycée, je sais plus quoi, qui n'aimait pas du tout Richard, parce que il était trop
alors, il est trop carré, quoi. C'est-à-dire que le moindre petit truc, lui, il faut que tout soit carré, tout ça, les jeunes, il faut qu'ils soient carrés, tout le monde doit être carré. Donc en fait, ça énervait un peu tout le monde parce qu'il faisait trop bien son boulot. Et c'est vrai qu'il est un peu tatillon, on comprend, mais des fois c'est un peu chiant, mais en même temps il a raison. Et donc il va commencer à dire au FBI qu'il suspecte que c'est lui-même qui a posé la bombe. Donc en fait c'est de là que ça va partir. Et donc le mec du FBI il va raconter ça à la journaliste qui est jouée par Olivia Wilde et qui va mettre ça dans les journaux. Et donc, à partir de ce moment-là, il va vivre l'enfer. C'est-à-dire lui et sa maman, parce que Katie Bates, c'est sa mère, et elle vit avec. Et donc, parce que c'est un vieux garçon, hein, qui est pas très physiquement, il est un peu épais. Enfin voilà, quoi, il plaît pas trop aux filles parce qu'il sait pas les aborder. Je pense que c'est pas parce qu'il a du poids, hein, c'est juste qu'il sait pas aborder les gens, il sait pas parler avec les gens. Donc forcément, il est tout seul. Et donc elle va être l'instigatrice, Olivia Wilde, de cet article et donc de toutes les conséquences qu'il va y avoir parce que deux héros, il va passer au suspect numéro un et donc il va être pourchassé en permanence et tout. Et puis là, il y a cet avocat pour lequel il avait travaillé autrefois, Sam Rockwell, qui va le défendre. Parce que le FBI va carrément lui imposer de signer des trucs. Ils vont faire comme si que c'est un idiot qui comprend rien, alors qu'en fait il comprend tout. Il comprend qu'il y a un truc qui va pas parce qu'ils le mettent dans un bureau et puis ils commencent à lui dire oui il faut signer, vous faites semblant de signer, c'est juste un essai et tout. Alors qu'en fait ils essayent de le couillonner pour qu'il avoue avoir posé cette bombe. Et donc voilà. Donc heureusement dans cette histoire vraie, parce que c'est une histoire vraie, il va y avoir donc un retournement de situation parce que il y avait rien qui concordait parce qu'il y a une personne qui a appelé d'une cabine, ils étaient trop loin pour ça. Enfin bon, finalement, ça va être abandonné. Et heureusement parce que quelques années plus tard, la vraie personne qui a commandité cet attentat, qui a fait cet attentat, Eric Rudolph, sera condamné en 2005 pour cet attentat, donc il va avouer avoir été celui qui a posé cette bombe. Donc et donc vous imaginez heureusement qu'il n'a pas été en prison, Richard, parce qu'au final il n'était pas du tout coupable. Il va avoir quand même beaucoup de mal, même s'il a été innocenté au départ parce qu'ils n'avaient aucune preuve contre lui, il va avoir beaucoup de mal à retrouver du boulot, à se remettre de tout ça. En plus, il est diabétique à un moment donné et en 2000, je crois que c'est en 2007 qu'il est décédé. Donc 2 ans après qu'on l'ait totalement disculpé, hein, puisque la personne a avoué son crime. Mais il aura vécu quelques années dans la suspicion, parce qu'une fois qu'on vous a mis au devant de la scène en disant que vous êtes peut-être la personne qui a commandité cet attentat, vous n'avez plus la même vie. Donc il y a toujours cette suspicion, hein, sur vous. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé que Clint Eastwood traite ce sujet parce que vraiment c'est un bon film. Moi je l'avais pas du tout vu au cinéma et je regrette parce que c'est vraiment un bon film. Moi j'ai bien aimé ce personnage. Katie Bates, elle joue trop bien, vraiment, elle est excellente dedans. Et dans ce DVD, il y a le bonus La véritable histoire de Richard Jewell. Je trouve que c'est très intéressant aussi de le voir. Donc voilà, et celui-là, vraiment, je vous le conseille, de Clint Eastwood. Hein. Ce film est sorti en 2019, hein, donc un an avant le Covid. Donc voilà, Richard Jewell, vraiment, je vous le recommande, celui-là. 15h17 pour Paris. Donc moi, je l'ai pas vu au cinéma et pourtant je voulais aller le voir uniquement parce que il y a une scène qui a été tournée sur ma ville. En fait, la scène qui se passe là où le Führer a été pris, hein, enfin pris, non, il a cramé là. Ils ont choisi un endroit dans ma ville pour filmer. Donc Clint Eastwood est venu dans ma ville pour filmer. Et d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs appels téléphoniques ce jour-là. Moi, j'étais en cure, j'étais dégoûtée parce que sinon, je serais allée direct. Et donc en fait, il était dans la rue, il filmait, donc ils avaient mis des décors pour faire ressembler à un endroit de l'Allemagne, et donc c'était assez marrant. Et on voit donc ces 3 personnages. Alors faut savoir que Clint Eastwood a fait le choix de prendre pas vraiment des acteurs, parce que c'est les vraies personnes qui étaient dans ce train, parce que 15h17 pour Paris, c'est une histoire vraie, ce qui s'est passé dans le Thalys qui revenait sur Paris depuis l'Allemagne.
Donc c'était le 21 août 2015 et donc il y a un terroriste qui sort et qui commence à tirer et donc ils vont intercepter ce terroriste. D'ailleurs la scène est assez flippante parce que il est vraiment très très fort le terroriste. Ils se mettent à trois quand même pour le choper. Il a une volonté de vraiment tuer. Il aurait tué tout le monde dans le Thalys. Hein. C'est sûr que là il était parti pour flinguer les 200 passagers. Donc c'est alors il n'y avait pas grand chose à raconter. Moi, j'ai trouvé le film un peu bof. Bah, en fait, on visite un peu l'Italie parce qu'en fait, c'est pendant la permission de ces personnes de l'armée américaine. En fait, le personnage principal, en fait, a toujours voulu faire partie de l'armée. Et donc, sa vie tourne autour de ça. Et donc, quand il va pouvoir rentrer dans l'armée, bah, il va être persuadé d'avoir un destin glorieux. Donc il a ce côté un peu, moi je sais que je suis pas n'importe qui, je vais réussir à faire quelque chose. D'ailleurs, sa famille le met en avant par rapport à ça. Et donc pendant la permission, ils vont visiter un peu l'Europe. Ils vont aller en Italie. D'ailleurs, c'est un super voyage. On voyage en Italie, on voit Rome, on voit Venise. Enfin bon, c'est super mimi. L'Allemagne, Berlin, tout ça. Je crois que c'est Berlin, ouais. Et donc en fait, j'ai l'impression que j'ai fait un petit voyage. Parce que le film est pas très long, mais effectivement, bon, il dure 89 minutes. Et pendant ces 89 minutes, j'ai plutôt l'impression que c'est un grand voyage, une promenade de santé, voilà. Et il y a ce moment de l'attentat qui est montré un tout petit peu au début, et puis après, c'est vraiment vers la fin. Est-ce que c'est un bon film de Clint Eastwood, bof, pas terrible, mais c'était intéressant de savoir comment ça s'est passé, dans ce Thalys. De toute façon, quand ce film, j'en ai entendu parler avant sa sortie, je me suis dit quoi faire. Mais bon, je me suis dit pourquoi faire un film. Est-ce qu'il y a matière à en faire un film? Donc après, voilà, c'est du Clint Eastwood. Pas du grand, mais en tout cas, ça se laisse regarder et ça s'apprécie vraiment. Moi, j'ai passé un moment, je me suis pas ennuyée et puis il dure pas très longtemps finalement. American Sniper qui est sorti en 2014. Alors Sniper, j'ai pas trop aimé ce film, je vous le dis. Hein. C'est un film qui m'a fait froid dans le dos parce que bah, c'est un sniper hein, qui tue des gens à distance. Alors après, mérité ou pas, ça c'est pas à moi de le juger, mais bon, moi ce côté un peu tuer les gens à distance comme ça me parle pas trop. Hein. Je me dis oh là là, quel métier. Et et c'est quand même un héros américain. Il a été, après son décès, parce qu'il a été tué très jeune hein, quand même, c'est adapté de l'autobiographie du tueur d'élite, de ce tueur d'élite. Hein. C'est un Navy Seal qui au départ est pas du tout là-dedans, il est champion de rodéo et tout, et puis après les attentats de Nairobi en 1998, il décide de s'engager dans l'armée, dans les Navy Seals, parce il a un don pour tirer, et donc il va s'engager, et il va être envoyé en Irak après les attentats de 2001 sur les World Trade Center, enfin pas que seulement les World Trade Center, hein. Et donc il va partir en Irak, et c'est là que il va rencontrer une femme juste avant et il va se marier. D'ailleurs, il va pas assister à la naissance de son fils ni de sa fille. D'ailleurs, bien plus tard, en fait, il y a cette histoire de couple aussi qui est tragique parce que finalement, elle le voit jamais. Il est 9 mois en Irak, il revient. Il est quand même un peu pété au niveau du cerveau parce qu'il tire sur des gens. Il y a quand même il est pas insensible non plus, donc c'est pas évident cette scène au début avec ce petit garçon qui porte une sorte de dynamite ou je sais pas ce qu'il porte et qui va vers les chars américains et il va tirer sur cet enfant et après sur sa mère, enfin sa mère, on sait pas si c'est sa mère, hein. Donc c'est quand même bon un métier au secours quoi. je ouais, c'est pas un film qui m'a plu. Je l'ai regardé parce qu'il fallait que je le voie. Il est sorti il y a 10 ans quand même. Je ne l'ai jamais vu alors que je suis fan de Bradley Cooper. Et je ne l'ai pas vu parce que ouais, il me parlait pas quoi. J'avais pas envie de voir ça. Donc film assez insoutenable pour moi en tout cas. Donc on arrive au dernier film, Marie Heurtin. Alors c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait vraiment vibrer. Alors c'est avec Isabelle Carré et Ariana Rivoire que je connaissais pas du tout et qui est extraordinaire dedans. C'est un film de Jean-Pierre Améris
Et il date de 2014, donc la même année que American Sniper. Alors, il dure 1h35, c'est un biopic. Alors, Marie Heurtin a vraiment existé, c'est une jeune fille qui est née sourde et aveugle, donc la totale, quoi, malheureusement pour elle. Et donc, elle est élevée par son père et sa mère, qui n'arrivent pas à communiquer vraiment avec elle. Alors, à part, ils donnent beaucoup d'affection à leur fille, hein, il y a vraiment ce côté vraiment très affectif, mais elle part dans des crises de nerfs, elle est complètement hors de toute réalité, hein. Donc, on veut la mettre dans un asile, son père refuse, et il va l'emmener dans ce couvent. Enfin, couvent, je sais pas ce que c'est un endroit, en tout cas, où il y a des religieuses. C'est les religieuses de l'Institut de Larnay, à côté de Poitiers, qui apprennent à des personnes sourdes et muettes le langage des signes. Donc c'est vraiment un endroit propice pour former ces jeunes filles à pouvoir s'insérer dans la société en étant soit parce que bon, elles sont pas obligées de devenir religieuses, hein, donc soit elles peuvent repartir dans la vie, hein, ou rester religieuses dans cet institut religieuse. Et donc dans cet institut vit Marguerite, sœur Marguerite, qui est jouée par Isabelle Carré. Et donc le jour où arrive Marie Heurtin, son père l'emmène et il demande à la mère supérieure je sais pas si on l'appelle comme ça, de s'occuper d'elle. Mais voyant comment elle part en vrille, elle court partout, elle crie, elle est totalement sans filtre, quoi. Elle a 14 ans et elle est apeurée partout, elle ne voit pas, elle se sauve, elle part comme ça en marchant alors qu'elle voit rien. Enfin, c'est terrible. Et j'ai bien aimé le début du film où justement on monte, on n'entend rien en fait, il n'y a pas de son. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien de se rendre compte que cette personne, elle n'entend rien. Par contre, il n'y a pas un noir total, hein, sur l'image, donc on voit pas ce côté où elle ne voit rien. Donc il y a cette première approche avec Marguerite qui va lui toucher la main et qui va communiquer de main à main, sauf que la sœur ne veut pas s'occuper d'elle parce qu'elle estime qu'elle y arrivera, personne n'y arrivera. Et donc le père repart, et donc Marguerite va insister devant la sœur pour s'il vous plaît, je veux m'occuper d'elle, j'y arriverai et tout. Et donc elle va lui autoriser parce que sœur Marguerite, en fait, elle est poitrineuse, c'est-à-dire elle a une maladie pulmonaire, on ne sait pas trop quoi, hein. Et donc elle est très malade, et donc elle va lui autoriser, donc elle va repartir chercher Marie, qui a 14 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, et elle va commencer à essayer de lui enseigner le langage des signes, sauf que la gamine, elle comprend pas ce qu'on veut d'elle. Elle est terrifiée, elle est terrorisée, elle crie, elle hurle, elle frappe. Enfin bon, sœur Marguerite a un courage incroyable parce que c'est pas évident pour elle. Et pendant 4 mois, il n'y a aucun progrès, 4-5 mois, vraiment aucun progrès. Et au final, au bout de quelques mois, elle va enfin comprendre qu'elle elle a un couteau tout le temps dans la main, et elle va lui montrer le signe qui dit couteau. Alors je sais plus si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Et progressivement, elle lui attrape les mains, elle essaie de lui dire c'est comme ça, fais comme ça. Et à un moment, Marie va comprendre, et elle va comprendre qu'en fait, on lui enseigne un mot, un signe qui veut dire quelque chose. Et donc, elle va, après avoir compris ça, elle va commencer à apprendre, mais tout, elle veut tout apprendre. Ça va très vite après. Et tant mieux parce que sœur Marguerite est de plus en plus malade, et elle va devoir quitter le pensionnat, enfin l'institut religieuse, pour aller soigner en montagne. Mais le problème, c'est que la sœur supérieure va lui dire de pas le dire à Marie, et elle va partir comme ça. Et donc Marie va être totalement déstabilisée, elle va repartir à zéro, elle va plus vouloir s'alimenter, elle va partir dans des crises de nerfs. Et donc Marguerite va être obligée de revenir, et elle va lui apprendre le concept de la mort pour la préparer à ce qui va suivre. Donc c'est une histoire, c'est un biopic, donc c'est une histoire vraie. Et c'est ça qui est intéressant parce que de là part, elle va enseigner Marie à d'autres ce que Marguerite lui a appris. Et c'est une très belle histoire parce que c'est une transmission, et en même temps c'est un langage pour les aveugles, sourds et aveugles, qui n'était pas du tout appliqué. Donc là, c'est comme s'ils avaient inventé une façon d'apprentissage, quoi, pour un aveugle qui est sourd et sourd. Et c'est vrai que c'est magnifique, quoi, parce que
Marguerite va, à la fin de sa vie, sa toute petite vie, parce qu'elle meurt jeune aussi, va faire quelque chose d'extraordinaire et elle va avoir l'impression d'avoir œuvré pour quelqu'un, de lui avoir sauvé la vie, parce que sinon elle serait partie en asile psychiatrique. Hein, donc, et alors on sait très bien comment c'était à l'époque, hein, et ça fait pas si longtemps que c'est mieux. Alors c'est Isabelle Carré, Ariana Rivoire, et Ariana Rivoire vraiment elle joue ce rôle à la perfection. Bon voilà, c'est vraiment des films que j'ai beaucoup aimés. Alors j'en ai pris d'autres à la bibliothèque, mais j'ai pas eu le temps de les regarder. Alors Hard Candy, je l'ai repris, mais je l'ai déjà vu. Terrible ce film. Stand By Me, je l'ai vu quand j'étais jeune adulte ou fin d'adolescence. Tchernobyl, il faut vraiment que je regarde cette série incroyable. AI, intelligence artificielle de Steven Spielberg, que j'ai vu à sa sortie en salle, que j'avais pas trop accroché. Je me suis dit, je vais le revoir. Et puis, je suis en train de me faire les Breaking Bad, série que je pensais pas du tout aimer. Et en fait, j'aime beaucoup ce personnage. Et je ferai une vidéo sur Breaking Bad parce que cet anti-héros, parce qu'au début on l'aime bien, hein, Walter White, et progressivement il fait des trucs on l'aime plus du tout. Donc voilà, je sais pas si je vous ferai une autre vidéo sur en tout cas les autres films qui sont là, mais en tout cas je pense que Breaking Bad je ferai une vidéo. Donc voilà, bah écoutez, hein, moi je me suis bien éclatée à voir tous ces films, et puis bon voilà, si on n'a pas beaucoup d'argent, la médiathèque c'est quand même génial parce que bah, c'est gratuit. On prend les films, je les mets à l'envers ou quoi là? Genre, on prend les films, c'est à l'envers, qu'on aime, enfin, ou qu'on sait pas qu'on va aimer ou pas, et ça permet des découvertes. Moi, je pense que j'aurais jamais vu My Lady, par exemple, ou Mademoiselle de Jonquière. Celui-là, bah, j'ai pas trop aimé, hein, comme je vous ai dit. Et puis celui-là, vraiment de la sélection, c'est vraiment mon préféré, c'est celui-là. J'ai vraiment aimé ce film. Et pourtant, j'aime bien Emma Thompson et j'aurais pu dire My Lady. Donc voilà, c'est tous les héros. Alors n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, de partager. Merci beaucoup. À bientôt les héros. Prenez soin de vous. Je repars pour voir la suite.